La France, pays à 6 ballons d'or, pays qui a le plus de ballons d'or différents de l'histoire du foot. Moi, je compte même le pays qui a plus de ballons d'or dans l'histoire, puisque moi, je ne compte pas comme les gens font là, ouais. Messi qui a 8 ballons d'or, je ne sais quoi, là, ça fait... Non. Moi, je compte les ballons d'or par différents. C'est-à-dire combien de personnes différentes ont gagné ce truc-là. Vous n'allez pas prendre un joueur et dire que oui, le joueur a 8 ballons d'or. Ça veut dire que l'Argentine a 8 ballons d'or. Non, c'est pas comme ça qu'on compte. S'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents gars qui ont eu le ballon d'or, je peux dire oui, il y a 8 gars qui ont eu le ballon d'or. Et pas compter un gars qui en a gagné 3 ou 4 et dire que ça fait non. Ce genre de foutaise là, non. Quand je vois la France, je vois 6 personnes différentes qui ont gagné le pays. Et c'est le seul pays qui a réussi à faire ce tour de force, et c'est au risque de me répéter, c'est véritablement un tour de force. Un pays où il y a eu 6 ballons d'or différents, c'est vraiment à saluer. Ça montre que ce pays-là a une très forte compétitivité dans ce sport-là. Ça montre que ce pays-là est un pays qui compte dans le monde du football. Ça, il faut le dire. Et en plus, encore, on a 2 ballons d'or français dans les années 2020. 2022, il y a eu Benzema. 2025, il y a Ousmane Dembélé. Et qui sait, peut-être Mbappé pourra avoir encore aussi peut-être un ballon d'or dans le futur. Et ça fera peut-être 3 ballons d'or dans les années 2020. Et 3 ballons d'or français différents. C'est pas impossible, et ça veut dire beaucoup de choses, hein, dans le foot, et surtout le foot mondialisé dans lequel on vit là. C'est pas à négliger. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un sujet un peu particulier qui est quels sont les ballons d'or, parmi les ballons d'or français là, quel est peut-être celui qu'on a jugé le plus kiffé en regardant l'histoire, en regardant plus ou moins le parcours de la saison et tout. Parce que c'est vrai que tous les ballons d'or français là, plus ou moins je connais le parcours un peu de ce qui les a amenés à avoir le ballon d'or. Oui, même Raymond Kopa. Il y a une époque où j'ai étudié aussi Raymond Kopa et tout. Et on va prendre aussi en compte que bon, à l'époque, à une certaine époque avant 95, les Argentins n'avaient pas, les gens qui ne venaient pas d'Europe n'avaient pas la possibilité de l'avoir. Et tout, donc on peut prendre aussi en question là, ce qui fait qu'on peut regarder un peu la saison un peu d'une certaine manière. Donc on va commencer par le premier ballon d'or français, hein, souvent très oublié de l'histoire du foot français, puisqu'il y a eu énormément de légendes après. Raymond Kopa qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. On parle d'un gars qui a été un incroyable joueur à Reims et un incroyable joueur aussi au Real Madrid, le grand Real des années 50 et tout, faut pas oublier. C'est un mec qui a été truc. Reims aussi qui est pour moi, en tout cas le Reims des années 50, qui est l'un des premiers, c'est le premier grand club français. Reims, c'est le premier grand club français pour la simple et bonne raison que Reims, c'est la première équipe à avoir eu la possibilité d'aller en finale de Ligue des Champions. Reims pratiquait un très beau jeu avec le fabuleux coach qui s'appelait Albert Batteux. Je sais pas, allez rechercher un peu les choses qui a été ce gars-là. Albert Batteux, ça c'est un des gars que malheureusement le football français n'a pas puiser un peu dans les idées de jeu de ce gars-là. C'est-à-dire que la France a préféré la philosophie de Georges Boulogne, qui est un peu ce qui a matricé le football français pendant plus de 50 ans. Je crois que c'est même Georges Boulogne qui a installé les fédérations françaises un peu, hein, je pense, si je me trompe pas. Et Georges Boulogne, c'est horrible, hein. C'est tous les coachs que vous avez vus là, tous les coachs qu'on a eu un peu, les coachs cassoulet là, genre Duprat, René Girard, comment il s'appelle le mec de Nancy là qui était éco là, j'ai oublié son nom, le coach de Nancy là, j'ai oublié son nom, tout là, Elibo, toute la philosophie que
comment on appelle ça, foot cassoulet, là, comme je l'appelle, là. On garde le point, on est truc, on n'a pas dédié de jeu offensif et tout. La philosophie, là, Giroud aussi, même si Giroud a été un super grand manager, hein, mais Giroud, c'est un peu la même philosophie, hein. Comment il s'appelle, hein? Georges Boulogne, ça c'était truc, mais Albert Batteux est un incroyable penseur de l'histoire du jeu en France, hein. Dans les idées de trucs et autres, tout, ils sont Reims qui fait une très belle équipe, hein. Il y avait des grands joueurs là-bas, Jean-Vincent, je pense encore à Juste Fontaine qui était là-bas, Raymond Coupa. C'était une équipe qui était fabuleuse et tout, et qui a participé à sa première Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions contre le Real, et le Real, bon, on les avait un peu atomisés un peu en finale, mais c'était une équipe française et autres et tout, et comment on appelle ça, le squelette, comment dire le mot, la charnière un peu de l'équipe de France, la charnière de l'équipe de France de cette année 58 là, c'était justement beaucoup de joueurs qui venaient de Reims, ou qui étaient passés par le Reims là. C'était vraiment la plus belle équipe française, non seulement celle qui avait le plus de résultats, mais surtout très beau dans le jeu aussi. Il y a ce corner là, moi les corners là où les gens tapent un peu et se mettent à côté là, le genre de corner là, le corner à la Rémoise là, c'est Reims qui a apporté ça. Et voilà, Raymond Kopa a été un peu un des grands joueurs dans le truc, et l'année 58 a été l'année de son couronnement où il a eu le Ballon d'Or. Cette année-là, il a eu le Ballon d'Or pour la simple et bonne raison que cette année-là, en 58, il avait gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il avait gagné la Ligue des Champions avec le Real, ce grand Real, là où il y avait les Puskás, Di Stefano, trio d'attaque qui formait la haute et tout, Gento et toute la clique un peu de l'équipe du président Bernabéu à l'époque. Et 58, il avait gagné la Ligue des Champions cette année. Il avait fait une très grande Ligue des Champions aussi. Et il y avait la Coupe du Monde où la France, pour la première fois, arrivait en demi-finale de la Coupe du Monde. La France était truc entre lui et Juste Fontaine, un peu, ils étaient les deux stars de l'équipe qui ont amené à ce que cette équipe de France soit immensement performante dans cette Coupe du Monde et à participe au truc, après se faire laminer par le Brésil en demi-finale. Ce Brésil a été incroyable, hein. Didier va m'appeler, voilà et autres et tout. Même si avec le recul maintenant, s'il y avait eu possibilité que pays un peu hors d'Europe puissent avoir l'accès au Ballon d'Or, peut-être en 58 on aurait donné à Pelé. Je pense qu'on l'aurait donné à Pelé ou peut-être à Didi. Parce que Didi était la star de l'équipe. Pelé était un peu, on va dire un peu Pelé à la 58, c'était un peu comme Mbappé en 2018. Le petit feu follet et tout. C'était pas le, comment on appelle ça, c'était pas l'élément central de l'équipe du Brésil à cette époque-là. C'est après qu'il devient ça, après 62, 66. Donc il devient l'élément central de l'équipe. Mais à 58, c'est pas lui. 58, c'est Didier, voilà. Après, lui, il est un peu le petit jeune qui casse les lignes, qui casse les trucs, qui tue tout le monde aussi, qui entre, il fait ses quarts, ses demi et sa finale un peu légendaire, là. Et tout, mais on aurait pu lui donner soit à Didier, soit à Papa s'il y avait le truc, mais pour la structure de l'époque, pour le truc de l'époque, voilà, Raymond Kopa méritait son Ballon d'Or à les trucs là-bas, et je pense que ça a été un peu le point de firmament un peu de sa carrière, puisque après ça, il a pu être au top. Il est revenu en France où il était plus vraiment le truc, où il a fini sa carrière justement à son club, qui était le club de Reims. De toujours, il est toujours jusqu'à aujourd'hui le plus grand joueur de l'histoire de ce club-là. Mais c'était plus le même gars, ça se voit même après à l'Euro 60, on parle d'un mec qui a minimum 45 sélections, hein. C'était pas encore ouf de durer dans le foot comme ça. En tout cas, dans ces 10 années qu'il a pu être en équipe de France, ces 10 années et tout, Raymond Kopa fut le premier Ballon d'Or français, et là, quelqu'un qu'on doit aussi citer et en parler. Number 2, Michel Platini. Mon joueur français préféré.
peut-être le plus beau. Au risque de surprendre les gens, je pense que c'est peut-être même le plus beau. Michel Platini, comment vraiment décrire ce gars-là? Imaginez quelqu'un qui est pas rapide, pas forcément un gros physique, très bonne technique, mais surtout quelqu'un qui voit avant les autres. Ben, c'était ça, Michel Platini. Platini, et surtout la génération, et je pense toujours que c'est la plus belle génération de l'histoire du foot français, sa génération, le carré magique, Giresse, Tigana, Guinguili au début, et après, en 84, ils avaient changé Guinguili pour mettre un peu sorte d'équilibre en mettant un milieu défensif cette fois-ci avec, comment il s'appelle, Luis Fernandez. Voilà, Michel Platini, ça a été aussi un joueur incroyable de son époque. J'ai même envie de dire, au milieu des années 80, il est littéralement le meilleur joueur du monde. Hein. Au milieu des années 80, il est le meilleur joueur du monde. On peut rien me dire là-dessus. Au milieu des années 80, quand je commençais à regarder un peu l'histoire, il est le meilleur joueur du monde là. De l'année 83, de 82 jusqu'à 86, c'est lui vraiment le meilleur joueur du monde. Vraiment. C'est pas pour rien qu'il a gagné 3 ballons d'or consécutifs là, 83, 84, 85. Avec un point d'or, surtout 84, là où au firmament de sa carrière, il a 29 ans, physiquement au top, il arrive à l'Euro complètement au top. Il est déjà un gars qui carbure à la Juve. La Juve, son premier ballon d'or à 83, c'est un peu un ballon d'or qui est un ballon d'or qui est un peu génial parce qu'il gagne la Serie A cette année-là. Il gagne la Serie A, plus ou moins il gagne aussi la Coupe d'Italie et bon, il perd quand même en finale de Coupe d'Europe. Je crois que c'était contre Liverpool, hein, la finale de Coupe d'Europe qui perd de 83. Si je me trompe pas, ça devait être Liverpool. Attendez, non, c'était contre le Hambourg de Félix Magath et autres tout. Il y avait tous ces éléments là qui ont fait qu'il soit ballon d'or cette année-là. Et après 84, c'est vraiment une année où il rafle tout, hein. En 84, il rafle tout, hein. On parle de une finale de Coupe des Coupes, il gagne une Coupe des Coupes, il gagne une Super Coupe d'Europe, il gagne l'Euro, il gagne encore la Serie A, il rafle littéralement tout sur son passage en 84 et a ajouté encore avec l'Euro où il finit meilleur buteur avec 11 buts. Un Euro de dingue, tous les matchs il est bon, que ce soit le match contre la Yougoslavie, que ce soit le match encore contre le Portugal, le match l'Euro là, mon Dieu, il est stratosphérique. Je pense même pas que j'ai vu un joueur français. Il y a peut-être, je peux peut-être citer Mbappé en 2022. Je pense pas que j'ai vu un joueur français dans une compétition internationale survoler une compétition comme ça. À part peut-être Mbappé 2022. Si on va me dire Zidane, 98, bon 98 il était pas ouf dans la Coupe du Monde. Zidane 2006, il n'est pas ouf le premier tour. C'est à partir du match contre l'Espagne qui commence à devenir bon. On peut me citer au moins l'Euro 2000, oui, l'Euro 2000 de Zidane, on peut ajouter ça aussi. L'Euro 2000 de Zidane, la Coupe du Monde 2022 de Mbappé et Platini en 84, mais Platini en 84 c'était impressionnant. Quand tu regardes le truc, le gars, il était chaud, il était hyper chaud et tout. Et en 85, il gagne, je pense, la Ligue des Champions, malheureusement une Ligue des Champions un peu bafouée un peu avec la Coupe intercontinentale, mais c'était un peu bafoué pour la simple et bonne raison qu'il y a eu le drame du Heysel et tout, et la polémique encore par rapport à la réaction de joie qu'il a eu quand il a marqué le but.
alors qu'il y avait eu le drame du Hazel quelques heures plus tôt. On l'a accusé de célébrer les morts, ce genre de trucs. Ça a été une grande polémique et tout. Ça a un peu terni un peu la Ligue des Champions qu'il a gagné cette année-là. Et voilà, Platini, pour moi, c'est un peu le GOAT français. Hein. C'est l'un des plus grands. Je le préfère à Zidane largement. Donc c'est un très beau joueur de cette époque-là. Le seul Français à avoir plus de ballons d'or. Il y en a 3. C'est pas rien. Il n'y a pas eu beaucoup de Français qui en ont eu 3. Déjà, avoir un Français qui gagne un ballon d'or, c'est chaud. Mais lui, il en a eu 3 et 3 consécutifs. Ça veut dire un peu la domination qu'il avait à l'époque là, au milieu des années 80. Parce qu'au milieu des années 80, c'était lui le meilleur joueur du monde. Ouais, les Africains, un peu quand tu les dis ça à l'époque là, ils disaient ouais, non, les Français, ils disaient Maradona en 83. Non, Maradona en 83 n'était pas. Maradona, c'est à partir de 86. Maradona dans les années 80, c'est pas du au Barça, oui, il fait souvent des prouesses et autres tout, mais le Barça aussi calme. Il n'a gagné qu'une coupe d'Espagne au Barça et même en Ligue des Champions, Maradona n'était pas ouf. Faut pas oublier que Maradona en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions n'a pas été ouf. Hein. N'a pas été ouf. Hein. J'adore Maradona, mais Maradona c'est après 86. C'est à 86 et après en descendant jusqu'à 90. Tu me dis 86, 87, 88, 9, 90, avec aussi plus ou moins l'émergence un peu des joueurs comme Matthäus et les Van Basten qui venaient là. On avait un peu, à plus ou moins un peu, les 3 meilleurs joueurs du monde à cette époque, avec Maradona qui est un peu au-dessus. Et tout. Mais globalement, voilà, Maradona n'a pas dominé les années 80. Il a dominé la fin des années 80. Au début de 81, 82, 83, 81, 82, tu peux penser déjà à Rummenigge, à ces gars-là, et tout. Mais 83, 84, 85, c'est Platini. Le milieu des années 80, c'est lui. Et je sais que ça dérange souvent mes cocos francophones, africains de le dire, parce qu'ils disent ouais, non, les Français surcotent toujours leurs joueurs. Non, on ne surcote pas Platini. Excusez-moi de dire ça, peut-être pour les toubabs qui m'écoutent, là, les caucasiens qui m'écoutent, parce que souvent, dans les conversations un peu de foot, un peu avec les Africains qui ont grandi à cette époque-là, qui ont eu un peu la vingtaine, la trentaine à cette époque-là, il y avait toujours ce truc de dire Platini est surcoté. Donc, on me soufflait l'oreille avec ça. Et après, quand j'ai eu l'accès à Internet et que j'ai commencé à partir, j'ai dit, mais on me dit que le boy que je vois là, ce deux était surcoté, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Le truc, ça m'a donné même envie de le kiffer. Puis j'ai dit, mais ça va devenir même mon joueur préféré, celui-là. Parce qu'on m'a raconté pendant mon enfance que Platini était surcoté. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gars là me racontent? Après, quand je me dis, mais surcoté de quoi? J'ai regardé tout ce qu'il a gagné, j'ai regardé l'Euro 84. J'ai regardé les matchs presque entiers de l'Euro 84 et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me racontait sur le boy là? Le mec là, c'était un tueur. Qu'est-ce qu'il me racontait sur le gars là? Ouais, nanani, on l'a surcoté parce que les Français surcotaient. Je dis, mais il méritait ces 3 ballons d'or là. En 83, 84, 85, il est au top. On va me dire, ouais, Zico, même si on peut parler de Zico et qu'il n'avait pas la possibilité de gagner le truc, Zico à l'Udinese n'avait pas été ouf. Zico, sa carrière, c'est ouf à Flamengo. C'est à carrière ouf à Flamengo, là, il apporte même la coupe intercontinentale et tout, mais c'est au début des années 80. Au milieu des années 80, il fait de belles performances à l'Udinese, mais il n'amène pas l'Udinese loin. Socrates, j'en parle même pas. Socrates, j'en parle même pas. La carrière de Socrates en club, elle est particulière, elle est au Brésil. Quand il est venu à la Fiorentina, c'était pas ouf. Donc, quand j'ai regardé Platini, et objectivement, je dis, mais ils me disent que le boy là était sur le côté, alors que pendant plus de 3-4 saisons, le gars là était au top et ramassait tout. Ah, c'est arrêté. Non, Platini était littéralement le meilleur joueur du monde à cette époque-là. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est toujours l'un des joueurs français préférés, un peu, de trucs qui, voilà, c'est quelqu'un qu'on doit célébrer, les trucs. Et puis, 91, Jean-Pierre Papin. Oh, complètement oublié des radars, ce mec-là. Il est complètement oublié des radars de l'histoire du foot français. On a l'impression que ce mec-là est haut et tout. Et oui, il a été ballon d'or. Et le ballon d'or de 91 est fondamentalement mérité.
côté. Le gars qui me dit que Papin était un joueur sur côté, c'est quelqu'un qui ne comprend rien au foot. Papin était un serial buteur, un incroyable. Imaginez un peu, bon, pour certaines générations, Gamero, mais avec un niveau extraordinaire. Vous voyez Gamero là, Kevin Gamero là, qui était un très bon joueur de foot. Mais imaginez alors Gamero fois plus, fois 100. Bah, c'est ça Jean-Pierre Papin. Le problème de Jean-Pierre Papin un peu de son époque, c'est que il n'a pas eu un rayonnement international fort. L'équipe de France après la génération du carré magique a eu beaucoup de couacs, pas qualifié en 88, pas qualifié en 90, il se qualifie à l'Euro 92, avec des éliminatoires plus ou moins extraordinaires là où ils gagnent tout le match, mais ils sortent au premier tour. Je crois que c'était dans le groupe où il y avait la Suède et l'Angleterre, si je me trompe pas, en 92 et tout. Donc, truc, et 94, vous connaissez ce qui s'est passé. Les mecs n'ont pas pu aller à la Coupe du Monde et tout. Donc, Papin, on l'associe plus ou moins à cette génération-là. Mais quand tu regardes ce qu'il faisait à Marseille et tout, et surtout cette saison 91, où littéralement c'est lui qui amène Marseille en finale de la Ligue des Champions et tout. Parce que Marseille, à l'époque, là, avait gagné littéralement 4 titres de champion de France. Et il amène Marseille à la finale de la Ligue des Champions. Et il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions à cette époque-là. La saison 91, c'est Jean-Pierre Papin qui est le meilleur buteur c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, là, à cette époque-là. Il est le meilleur buteur. Ça, les gens l'ont peut-être un peu oublié. Et lui, il était le meilleur buteur avec Peter Parcourt. Je connais pas ce mec-là. Peter Parcourt, là, je ne connais pas. Mais c'était lui qui était le meilleur buteur de la truc. Il a amené littéralement Marseille à la finale de la Coupe du Monde. Et ça se joue à quoi? Ça se joue au tir au but. Donc, plus ou moins sa saison là où il devient Ballon d'Or, c'était totalement logique, parce que tu parlais de quelqu'un qui avait gagné, je pense, le championnat de France à cette époque-là. Ils étaient aussi partis plus ou moins en finale de Coupe de France, et c'est ça. On ne peut pas vraiment contester le Ballon d'Or de Jean-Pierre Papin. C'était un fabuleux buteur, un fabuleux joueur. C'est vraiment le rayonnement international avec la sélection fait que et c'est ça souvent avec les ballons d'or français qui ont marqué, c'est que souvent les ballons d'or français qui ont marqué, ce qui fait qu'ils restent vraiment dans l'inconscient collectif français, c'est parce qu'il y a eu un rayonnement international. Vous voyez Raymond Kopa avec la Coupe du Monde 58, vous voyez Michel Platini avec l'Euro 84, la Coupe du Monde 82 et la Coupe du Monde 86. Papin n'a pas ça. Donc, c'est ça qui fait que souvent, dans l'inconscient collectif, on oublie qu'il y a eu Papin qui a gagné la Coupe du Monde. On oublie que Papin est Ballon d'Or parce que, justement, il n'entre pas dans ça. Et aussi, dans l'inconscient collectif français, je pense que ça tend à changer. Avant, un grand joueur, c'était un numéro 10. Et là, c'était un attaquant. Ça changeait un peu, ça cassait un peu du délire. Donc, ce qui fait que Papin a plus ou moins été oublié dans l'histoire en France un peu. Tu parles des jeunes générations de Papin, où tous les gens disent, bon, tu parles de qui là? Même quand par exemple quelqu'un a dit ouais, Mbappé, Papin est plus fort que Mbappé. Bon, c'est un peu exagéré, tu vois, un peu. Mais j'ai pas envie qu'on néglige qui était Papin, tu vois, un peu. Ça a été un grand joueur de son époque. Grand joueur de son époque. Ou même pas tout. Et ce n'était pas un Ballon d'Or sur le côté. 91, c'était lui qui est truc. Et l'équipe de Belgrade, là, de Savicevic, je pense. Ouais, Savicevic qui était le joueur phare de Belgrade, là, avant qu'il joue au Milan. C'est pas une équipe de merde, hein. Le truc de Belgrade, là, et tout. Donc, voilà, un peu. Puis, le Ballon d'Or 98, donné à Zinedine Zidane. Ballon d'Or aussi mérité par rapport à la saison qu'il avait fait à cette époque-là. Il était champion d'Italie, il venait de participer à la finale de Ligue des Champions. C'est vrai que sa saison 98, quand même, elle est particulière un peu. Ces saisons 97 et 98. 98, un peu, elle est particulière parce qu'en 98, bon, ses premiers mois, elle a
la Juve, bon, en 97, ses premiers mois à la Juve ne sont pas ouf. Et les débuts de saison aussi en 98 aussi, il est pas encore chaud. C'est à la janvier, août et tout, qui redevient bon, qui devient vraiment bon à la saison 98. Exactement un peu comme au début en 97 là. Il commençait toujours comme un diesel. Zidane, c'était pas le genre de gars, et ça c'est ce qu'il faut un peu rappeler un peu aux gens dans l'histoire de Zidane, parce que les gens oublient un peu ça. Zidane, dans les saisons où il jouait, en tout cas, quand j'ai commencé à le voir au haut niveau, Zidane, c'était un diesel. Les premiers matchs, les 10-20 premiers matchs de Zidane, on va dire les 10 premiers matchs de la saison, Zidane n'est pas top. Même au Real, c'était pas top au début. Et c'est toujours à partir de janvier, février qui commence à prendre le truc et commence à exploser. Toutes, plus ou moins, les saisons de Zidane étaient toujours comme ça. Au début, il est rien. Et à partir de janvier, février, là, c'est là où il commence à exploser. Et plus ou moins, c'est toujours dans les saisons de Coupe du Monde après que le gars est au tout. Parce que c'était un diesel. Zidane, c'était un diesel. C'est pas, bon, ok, dès les premières journées, tu le vois, le mec, il est en train de, non. Les premières journées, il n'est pas tout. Il n'est pas ouf. C'est toujours en janvier. Je me rappelle, toujours, je disais, Zidane, sa saison n'a pas encore commencé, on attend janvier. Chaque fois, il était tout là. Je me rappelle, c'était mon père qui disait ça. Il disait, Zidane, ne regardez jamais le début de saison. Regardez toujours à partir de janvier. C'est un truc comme ça. Et généralement, la Juve, c'était pareil. 98, c'est à partir de 98 qu'il a commencé à être bon. Les matchs contre Manchester, en poule. Certains matchs aussi incroyables qu'il a fait après. Et malheureusement, il perd contre le Real Madrid en 98. Puis, la fameuse Coupe du Monde 98. La Coupe du Monde 98, Zidane est à côté, il tape complètement à côté de sa compétition. Complètement à côté. C'est Djorkaeff qui est ouf. Il arrive un peu plus ou moins à gérer le jeu. On ne s'oublie pas le carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Plus ou moins fermé contre contre les Italiens en quart de finale, demi-finale, dont tous les Français sont mauvais, autant lui aussi. Un truc, et c'est en finale qui fait une finale de dingue. Même pas seulement par rapport à ses deux buts, mais par rapport à la finale de ouf. C'est la finale, il a brillé en finale, et le fait qu'il est brillant en finale, plus les deux buts, ont fait que ça a enjolivé un peu la saison, qu'il a été une saison en dossier, et c'est ça qu'il a fait qu'il a eu son ballon d'or. C'est pour ça que je pense qu'en 2000, le ballon d'or aurait été beaucoup plus mérité, même si l'équipe de la Juve s'était viandée la dernière saison, la dernière journée contre Pérouse, où il perd le titre en faveur de la Lazio. Et l'Euro 2000, tout aurait pu faire qu'il ait un double ballon d'or, ça n'a pas marché là-bas. Zidane, un ballon d'or, c'est bizarre. Zidane, normalement, c'est quelqu'un qui doit avoir comme Platini 3. C'est pas normal que Zidane ait un ballon d'or. S'il fait pas le con, là, avec le coup de tête en bois, ou le coup de tête à Materazzi, le boy a 3 ballons d'or. Enfin, le boy a 3 ballons d'or. Zidane, un ballon d'or, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. On parle d'un des joueurs les plus marquants de la fin du 20e et du début du 21e siècle. C'est un des joueurs marquants. Maintenant, mon Platini est toujours mon préféré par rapport à lui. Mais Zidane, un ballon d'or, c'est bon, ça fait tâche. Ça fait vraiment tâche. Vraiment tâche. C'est quelqu'un qui, normalement, doit avoir le 3. Normalement, il doit avoir 3 ballons d'or. Mais, voilà, un peu, 98, un peu, c'était ça. Et puis, il a fallu attendre plus ou moins 24 ans pour voir encore un ballon d'or français, et ce fut le ballon d'or du peuple, comme il avait le truc, notre cher ami Karim Tupac Benzema, Karim Amaro Shakur Benzema, puisqu'il est venu avec le truc de Tupac, le jour où il reprenait le ballon d'or, wesh, mes couilles, et Karim Benzema, voilà, le ballon d'or là, bon, je pense qu'on en a parlé, est-ce qu'il faut faire encore le truc là, il était mérité. Les gars, ils avaient gagné quoi? Ils avaient gagné le championnat et ils avaient fait le doublé, non? Je pense que c'était doublé championnat, Ligue des Champions. On connaît les matchs de légende qu'il a fait là, le match contre le PSG, le match contre Manchester City, le match contre Chelsea, et puis en finale, plus ou moins ils ont truc et Vinicius gagne.
Ballon d'Or largement mérité et tout. Et 2022 aurait été, ce qui est un peu triste un peu avec Benzema. Et justement, c'est pour ça que justement dans l'histoire, son histoire française fait tâche. La reconnaissance internationale n'a pas été là. Elle n'a pas été là. On va parler de la Ligue des Nations et tout, mais c'est pas pareil. L'Euro 2020 aurait pu être son retour un peu avec l'équipe nationale, avec l'Euro qui commençait, qu'il avait fait le truc, il a fini à 4 buts avec l'Euro. Le match contre la Suisse, il est incroyable. Ce qu'il fait comme match, le match contre la Suisse là, et je me rappelle aussi Pogba, le niveau de Pogba à l'époque, il était aussi extraordinaire. Et après, le 3-3, le truc, c'est qui a fait que ça a gâché un peu le retour de Benzema. Et puis, la fameuse affaire un peu de la Coupe du Monde 2022 avec sa blessure, ce qui s'est passé plus ou moins avec des champs là-bas. Mais normalement, Benzema devait être quelqu'un qui, imaginez un peu une Coupe du Monde 2022 de Benzema, avec où il finit peut-être meilleur buteur, ou jouer une Coupe du Monde extraordinaire. À la tout de suite, Benzema il devient le meilleur joueur français de tous les temps. Hein. Ah, s'il y a une Coupe du Monde en étant immensement prépondérant dans cette équipe-là, avec immensement prépondérant dans cette équipe-là, avec le truc, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. Hein. Parce qu'on parlera de quelqu'un qui a gagné 5 Ligues des Champions, je ne sais combien de trucs, et il finit avec un mondial où il est top. Non, on peut le mettre au-dessus de Zidane, de Platini, de trucs. Hein. S'il y a une Coupe du Monde 2022 qui participe à cette Coupe du Monde et il est prépondérant, il gagne la Coupe du Monde là. Ah non, Benzema au-dessus malgré tout ce qui s'est passé avec son histoire bleu. Mais malheureusement, c'est un peu le point d'orgue de Benzema, c'est que son histoire avec l'équipe de France n'a jamais été une histoire simple, et c'est ça qui fait que sa legacy, son héritage français, l'héritage un peu en tant que grand champion français qu'il a été, un peu bizarre, et qu'on le met un peu dans la même catégorie que Papin. C'est un peu la même catégorie de tout dans lequel il entre. Le rayonnement international, en tout cas en sélection, a été en dents de scie. On va parler de la Coupe du Monde 2014. Oui, il a bien commencé et tout, la Coupe du Monde en 14, mais quand il y a eu le match Cooper contre l'Allemagne, il n'a pas fait la différence. Le retour en 2020, après son truc avec Balbuena, etc. Mais le match contre la Suisse, il est extraordinaire, mais les gars perdent après 3-3. Ligue des Nations, ça compte pas. Et la Coupe du Monde 2002 qui rate. Voilà son histoire française, quoi. Son histoire française, elle est comme ça. Et après, bon, l'affaire Zaya, l'affaire encore de la sextape de Balbuena, tout ça, les discours qui préfèrent l'Algérie à l'équipe de France, bon, tout ça mélangé là, a fait de Benzema un peu sorte d'image un peu en fait, il a un symbole un peu de la France qui s'entend parler ses banlieues. Malheureusement, il porte cette image. C'est malheureusement un peu l'image qu'on retiendra de lui, même si je pense qu'en 2022, il est beaucoup plus victime un peu d'une machination des champs un peu, qui a plus ou moins un peu joué le faux cul avec lui. Il aurait pu être dans cette compétition-là tranquillement, parce que regarde ce que le Brésil faisait avec Neymar en 2022. Les gars l'ont mis même super fusion, les gars l'ont mis même super fusion. Alors que Benzema, ils ont dit, on s'en fout, on te fusion. Bon, ça les a réussi, ils sont allés en finale. Ça, c'est truc, apparemment, bon, Griezmann et Loïs, l'équipe fait pas les rumeurs, bon, vous connaissez, truc, ce qui fait que voilà un peu son héritage, un peu à l'équipe de France. Je le range dans la même case que Papin par rapport à ça. Et puis, Ousmane Dembélé qui a un peu aussi une autre histoire de rédemption aussi, voilà, un peu une autre, celui, le talent gâché, le truc, il n'y a même pas encore 1 an et demi. On se disait que bon, Dembélé, ce sera un talent gâché de l'histoire du football mondial et football français. Truc inconsistant et autres et tout, il fait sa saison extraordinaire. On n'avait pas imaginé qu'il puisse arriver à ce niveau-là. Première fois nominé au Ballon d'Or et première fois il la gagne directement.
Une saison au PSG qui était extraordinaire. Voilà le gars. Maintenant, où le ranger dans l'histoire française? J'ai l'impression que Ousmane Dembélé devient une légende du PSG plus qu'une légende française, parce que globalement, en équipe de France, il n'a pas encore de coup d'éclat. Oui, certes, il a gagné une Coupe du Monde, il a participé à la finale 2022, mais il n'a pas eu encore un rayonnement en sélection qui a été incroyable. Bon, faut l'avouer, Mbappé prend beaucoup la place en sélection et tout. Il joue sur le côté droit. Je ne sais pas si jouer sur le côté droit est important pour lui. J'ai l'impression que pour moi, on doit mettre Ousmane Dembélé à l'axe de l'équipe de France et on fout Mbappé sur le côté gauche, parce que je pense que celui-là, là où il excelle, c'est sur les côtés. Je suis convaincu que c'est toujours un joueur de côté. Et Ousmane Dembélé, il manque encore un rayonnement en sélection. Peut-être ça sera la Coupe du Monde de 2026, qui sait. Est-ce que c'est pas la Coupe du Monde de trop un peu pour cette génération? Je sais pas. Peut-être c'est la Coupe du Monde 2026 où il pourra exceller, devenir aussi quelqu'un de prépondérant un peu à cette sélection-là. J'ai même envie de dire, quand tu regardes un peu le matos que Deschamps a, c'est quand même triste que Deschamps, avec les joueurs qu'il a eu, avec le truc qui nous a produit ce jeu-là, parce que la France n'a jamais eu autant de talent offensif comme ça dans son histoire. Parce que la France risque de finir avec une génération où il peut avoir 2 ballons d'or. C'est la première fois dans l'histoire du football français où il peut avoir 2 ballons d'or dans la sélection. Ça, c'est pas impossible que ça arrive, ça. C'est pas impossible que ça arrive, ça. 2 talents offensifs, quoi. Donc, voilà, Ousmane Dembélé, là, maintenant, après ce récapitulatif un peu des gars, je kiffe, c'est Platini. Ça a toujours été Platini. C'est mon ballon d'or préféré tous les temps. Le ballon d'or parce que sa génération a été une très belle génération et qu'il était l'emblème un peu de cette fabuleuse génération où la France a produit un jeu extraordinaire. Pour moi, le plus beau jeu de sélection de l'histoire même, parmi les plus beaux jeux de sélection de l'histoire même, confondu, idem. Je place l'équipe de France de 82 jusqu'à 86 à la même dimension que l'équipe de Pays-Bas de 74, que le Brésil de 70, ou la Hongrie de 58, je les place là. Cette équipe de France là, je la place dans cette dimension là, ou l'Allemagne, si vous voulez, de 2014, de l'Allemagne de 2010-2014, ou l'Espagne encore de 2008 à 2012. La France de 82-86 entre dans la dimension des plus grandes sélections nationales qui ont pratiqué le jeu le plus incroyable de leur époque et tout. Cette équipe-là, et c'est pour ça, avec Platini qui est l'emblème de tout ça, c'est pour ça que j'adore beaucoup plus Platini parmi ces ballons d'or là. Bref, la France, pays avec 6 ballons d'or, ce n'est pas rien. Malheureusement, c'est un pays de footix. Ils ne savent pas du tout mettre en avant leurs sportifs et leurs légendes sportives. Donc voilà, et tout. C'était mon sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.